La vie d'artiste. Melchior est non-voyant de naissance. Il est comédien, professionnel depuis plusieurs années. Il alterne entre le cinéma, le théâtre et joue actuellement dans un spectacle de danse. Il se prépare en vue de prochaines représentations. Ces deux mouvements du spectacle, c'est un spectacle très particulier sur le pouvoir et sur la destruction du monde, qui est basé uniquement sur les tours et sur les cercles. Ce qui est difficile, c'est le fait que quand on se déplace normalement, on se base entre autres sur la volumétrie et sur des points d'espace. Et sauf que quand on se met à tourner comme n'importe qui, on perd la notion de l'espace. Donc c'est une espèce de jeu continuel entre perdre la notion de l'espace, retrouver la notion de l'espace. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très avec soi pour être efficace, parce que le but n'est pas du tout de se mettre en danger. C'est pas un travail de kamikaze, c'est un travail de précision. Sur scène, il y a 10 tonnes de gravier en tas. Si je vais tomber dedans parce que j'ai perdu mes repères, on va perdre l'esthétique du spectacle. Dans Karbja, jeu de pouvoir, Melchior évolue au milieu de 5 danseurs professionnels, dans un décor semé d'obstacles. Métaphore d'un monde instable, fragile, bâti sur des ruines. Il y a un moment, je me suis dit, mais dans quoi je me suis fourré ? En même temps, j'aime bien les choses un peu complexes, donc au départ, je m'étais dit, c'est intéressant, s'ils me disent que c'est faisable, c'est que ça doit être faisable. Mais bon, maintenant, le spectacle fonctionne, et là, on est en train de jouer les dernières, on l'a tourné pendant 2 ans, et ça s'est bien passé. Dans un café parisien, Melchior rencontre Brigitte Bell, son agent qui l'accompagne dans sa vie professionnelle depuis 3 ans. Où les gens l'entendent, genre on redémonte tout le plateau, c'est pas ce qu'on va faire, mais en effet c'est un mode de pensée. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que Melchior a cette audace et ce culot qui lui vient de je sais pas où, peut-être de son handicap, je pense. Il ose tout. Il ose tout. Il ose tout, c'est-à-dire qu'il ose vous mettre sur un scénario qui va demander à Catherine Deneuve et Alain Delon de jouer. Dans le casting, il doute de rien. Mais je trouve ça assez bluffant et c'est ce que j'aime chez lui, c'est le côté complètement dingue. J'ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu regardes ? Oui, on peut demander. On est d'accord, on peut demander. J'ai pas de dire que j'y arriverai, mais au moins on se donne les mots. C'est-à-dire que pour avoir peut-être beaucoup moins, il faut demander beaucoup. Donc, on essaye le top, puis on verra bien. Puis si on tombe, c'est pas grave, on commence. Moi, j'ai commencé à être comédien à 6 ans. Et je suis tombé par hasard sur une troupe de jeunes adultes professionnels qui étaient en résidence au théâtre municipal d'Asnières. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça m'a permis de rencontrer Ariane Mnouchkine, avec qui j'ai fait un certain nombre de choses après, notamment un film. Et puis après, j'ai travaillé sur la première pièce où elle souhaitait avoir des rôles d'enfants. Et après, du coup, ça m'a amené vers le cinéma. Donc là, j'ai commencé le cinéma l'année de mes 15 ans, par un premier court-métrage qui a eu une assez jolie vie, qui a été bien vu en festival, assez bien accueilli. Je vais parler des saumons qui remontent plus les rivières. Ah, c'est sexuel, ça. N'importe quoi. Je sais pas, c'est le banc qui m'a dit que t'avais foutu plein de trucs sexuels dans ta copie. Quoi ? J'ai rien dit. Ça va pas ? J'ai rien dit, je te dis. Et maintenant, du coup, j'ai cette chance-là d'osciller entre théâtre, cinéma, télévision, et puis danse maintenant. Moi ? Mais j'en ai mis aussi, moi, des trucs dans ma copie. Dans Les pinces à linge de Joël Brice, Melchior interprète Alban. Ce premier rôle au cinéma explore l'univers de l'adolescence. Quelques années plus tard, il jouera auprès d'acteurs prestigieux, tels Nathalie Portman dans le film Paris, je t'aime. Au fil de ses expériences,
il met au point différentes techniques pour évoluer dans cet univers si particulier. Au cinéma, selon qu'on va tourner avec un pied, avec une grue ou avec des rails, moi je ne vais pas travailler de la même manière. Par contre, je peux m'aider et m'adapter à tout ça. Donc, alors qu'un acteur lambda, c'est pas son problème, moi je vais devoir complètement m'intégrer et me poser à ça. Et d'ailleurs, très souvent, ça les étonne un peu parce que je demande à être là quand ils sont encore en train d'installer les choses, pour justement me poser sur tout ça. Alors qu'au théâtre, grosso modo, un décor, une fois qu'il est posé pour une représentation, c'est le même décor qui va être pour toute la création, donc pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, que sais-je. Donc là, une fois qu'on a fait une représentation, un repérage et une mise en l'espace, la question est réglée. Il est mort subitement. Dites-moi, il s'appelle Ismaël? Le docteur? Oui, un sacré médecin. Il est noir, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai commencé très tôt, et en même temps, ma famille n'est pas du tout de ce monde-là. Ils n'étaient pas contre. Ils se demandaient un peu comment j'allais me débrouiller. Moi, je m'en souviens pas, mais il paraît qu'au tout début, ma mère m'a dit « Oui, mais t'es sûr que tu veux pas essayer autre chose parce que tu risques de tomber de scène ?» Ce à quoi j'aurais répondu « Il n'y a rien de plus beau au monde. » Est-ce que mon handicap fait que c'est plus complexe ? D'une certaine façon, mais je pense pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas mon handicap qui fait que c'est compliqué. L'expression artistique, c'est quelque chose de compliqué. C'est du figuratif? Enfin, si vous êtes là, c'est sans doute pas par hasard. Moi, c'est le silence. On a parlé de ça il y a pas très longtemps avec ma mère et elle m'a dit « Mais finalement, est-ce que tu crois que tu aurais pu faire autre chose ? Ou qu'est-ce que, justement, pas est-ce que tu regrettes, mais enfin, c'est quand même pas simple, pas régulier, tout ça. » J'ai répondu « Je ne vois pas quoi faire d'autre. » Pour moi, être comédien, c'est de l'ordre du vital. Au-delà de savoir si c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est comme ça que j'existe. Il me maltraitait, me battait, j'avais peur de lui. Et aujourd'hui encore j'ai peur. Une peur animale. J'aime que tu aies peur. Que tu sois comme tu es, la taille fine. Doris a perdu la vue à l'âge de 30 ans. Il est aujourd'hui sculpteur. Là, je suis en train de réaliser une Vierge que j'ai un peu stylisée, à ma manière qui m'est propre, toujours avec une arête centrale qui marque quand même son regard. Normalement, dans une Vierge, on n'a pas le droit de montrer la poitrine, les fesses ou ce genre de choses. Bon, moi, je les ai simplement un tout petit peu dissimulées, quoi. Je suis un chercheur, D'abord, je suis un chercheur de forme, mais après ça, je suis aussi un chercheur de techniques qui me permettent de réaliser les sculptures que je veux. N'ayant aucun prof de sculpture non-voyant qui m'a informé sur toutes ces choses-là, je les ai inventées, quoi. Oui. Effectivement, je suis un... Bon, ça, c'est une des idées que je... Mais j'en ai plein, quoi. Pour dessiner, j'ai mis des techniques au point. Pour sculpter, j'ai mis des techniques au point. Je réalise des ateliers de sculpture dans le noir chez des élèves qui me disent qu'ils avancent 3 fois, 4 fois plus vite avec mes techniques avec les cours de voyant, quoi. Aujourd'hui, Doris vit entièrement de son art. Il expose en France et à l'international. Au fil des années, il a affiné ses techniques pour produire des formes épurées, toujours symboliques. Bonheur, adoration, tendresse, autant de sculptures au titre évocateur qui constituent son œuvre. Je pensais franchement pas du tout en faire un métier. Et puis, ma foi, je sais pas si le hasard existe, j'ai un petit doute là-dessus. Mais toujours est-il que je me suis mis à rencontrer des gens qui m'ont dit que ce que je faisais était pas mal. Moi, je doutais. Et un jour, j'ai un ami à moi qui montait une association de non-voyants et il m'a demandé d'exposer quelques œuvres.
Et puis il s'est avéré que j'ai vendu plein de pièces, quoi. Et ce jour-là, encore une fois, effet du hasard, j'ai rencontré un tas de monde. Et ces gens-là m'ont boosté déjà dès mon début. Il y avait une présidente de salon qui m'a demandé d'exposer à son salon. Alors pour moi, exposer dans un salon d'œuvres d'art, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai réalisé mon premier salon, médaille d'or. Donc waouh, j'en pleurais presque, jamais j'aurais espéré. Je ne pensais pas que mes œuvres étaient capables. D'abord, je ne savais même pas quand je pouvais les montrer aux gens, quoi. Parce que pour moi, c'était, bon, je disais du travail d'aveugle, quoi, en quelques mots, quoi. Une photo qui m'est revenue de ma mère et de moi-même, de retour d'une fête foraine où j'avais gagné un poisson rouge. Donc ma mère, elle tient de sa main droite un petit poisson rouge et elle tient sa progéniture, moi-même, de l'autre main. Quand on vous voit arriver avec un chien guide et une petite mallette, dans le domaine de l'art, on se dit « Ouh là là, qui c'est celui-là qui arrive ?» L'handicap, c'est pas un atout, parce qu'on entre plus dans le domaine de la pitchée. Moi, je veux être reconnu en tant que sculpteur, on va dire avec la particularité d'être non-voyant, mais j'ai pas envie d'être un aveugle sculpteur. Voilà, on va la centrer un petit peu. C'est un beau bébé, ça. Hein. Attends, j'ai le bout de scotch ici. Tiens, vas-y, je te laisse la déballer. À dévoiler. Voilà. Parce que là, personne l'a vu. Hein. Ça y est, finir. Anne-Sophie Servanti est peintre. Amie de Doris depuis quelques années, elle collabore actuellement avec lui en vue de sa prochaine exposition. Wow. Ça vaudrait le coup de retrouver la vue. Hein. Enfin bon. Ah ça, si tu pouvais. Voilà, le bonheur. Donc celle-là, elle est peinte, elle est très dans les rouges, les bruns, tu sais, les siennes brûlées, ce dont on avait évoqué. Le socle est beaucoup plus foncé, mais de façon très jetée, comme oui, si vraiment c'était de la peinture qui émergeait toute seule. Un peu la peinture qui coule comme ça à des endroits. Voilà, exactement. Avec, alors, cette crevasse, il y a un peu cette crevasse, elle est où? Cette faille, elle est ici. Voilà, de ce côté-là et de l'extérieur. D'accord. Ces sculptures, moi, j'en ai mis quelques-unes dans mon atelier. Les gens viennent et on est obligé de dire aux gens de ne pas toucher parce qu'on ne peut pas s'empêcher de les toucher. On n'a qu'une envie, c'est de les caresser. Et c'est quelque chose, effectivement, de très sensuel. Mais lui, il les a caressés comme ça. Et il les a caressés, je pense que que les autres les caressent également. Bien sûr, il faut qu'on les protège parce que c'est fragile. Il ne peut pas se permettre que tout le monde les touche comme ça. Surtout avec des bijoux, des bagues ou des choses qui peuvent rayer. Mais je sais que, voilà, il y a ce côté tactile qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est de passer les mains dessus, en fait. Ça, c'est le côté non-voyant, je pense, qui a amené d'aller aussi loin comme ça dans la création de ses œuvres. On ne fonctionne pas du tout quand on est bloqué par le visuel, donc nous, on regarde visuellement ce que c'est. Lui, il va directement dans le toucher, et c'est vrai que du coup, il les rend avides d'être touchés, j'ai envie de dire. C'est vrai que ces sculptures, elles appellent ça. On n'a qu'une envie, c'est de les prendre, c'est de sentir le contact. Et je trouve ça très beau, le fait que quand on les caresse, on caresse là où lui a sculpté, là où il a poli pendant des heures, là où il a travaillé, là où il a senti la moindre des choses, etc. Et donc, c'est une transmission, voilà, comme ça, aux autres. Doris a déjà exposé avec succès au château de la Forêt à Livry-Gargan. Il y rencontre Gabrielle Gage, la responsable art et patrimoine. Ensemble, ils échangent au vu de la prochaine exposition qui présentera ses dernières sculptures. J'ai toujours ressenti, et Doris me l'a confirmé alors qu'on ne se connaissait pas encore aussi bien que maintenant, elles sont toutes symboliques. Pour moi, elles transportent, elles véhiculent un symbole très fort.
que ce soit la femme, la féminité, la maternité, que ce soit la souffrance, la déportation, entre autres, avec l'envol d'un oiseau couvert de câbles, de barbelés. Voilà, la plupart des sculptures de Doris, elles ont un message. Zoé est malvoyante. Elle a progressivement perdu la vue vers l'âge de 40 ans. Elle est peintre et sculptrice, tout juste installée dans sa nouvelle maison en Seine-et-Marne. J'ai toujours dessiné, et surtout du dessin, c'était du dessin industriel et publicitaire. Après sculpture, et quand j'ai perdu la vue, j'ai eu une grosse remise en question, très difficile, et j'ai cru que je ne pouvais plus rien faire. Donc comme la plupart comme nous, il a fallu que j'apprenne le toucher. Donc j'ai repris la sculpture et j'ai surtout fait une formation dans l'art pictural, c'est-à-dire peinture. Et j'ai découvert la peinture même sans voir. Pour peindre ou dessiner, j'ai essayé au départ de le faire par mémoire, mais c'est impossible puisque je ne peux pas voir le trait ou le pinceau, je ne peux pas le voir. Donc je fais en fonction de l'image que j'ai dans la tête. Et après, elle s'exprime comme je peux en fait. Donc ça peut être figuratif, mais j'ai une technique pour que ce soit figuratif. Quand je fais un personnage, je mets une corde qui est agrafée sur la toile et je remplis la zone de cette corde qui représente un personnage. Mais c'est tout, autrement je ne peux pas voir le dessin ni le pinceau. Personnellement, je pense que ça représente des corps. Donc là, c'est une corde qui se pose, que j'agrafe pour pas qu'elle bouge, parce que je vais la remplir d'une couleur ou d'une peinture. Voilà, là je pense que, d'ailleurs moi je sens le relief parce que là j'avais mis une texture, c'était de la colle et des tas de choses pour que ça fasse un relief. Oui, alors là c'est encore différent parce que j'ai mis deux couleurs, une couleur intérieure et une couleur extérieure. Et quand on enlève la corde, il reste la ligne intérieure. Voilà. Ce que tu vois là, c'est la ligne intérieure en fait. Quand j'ai perdu la vue, c'était une catastrophe. Donc j'ai jeté tout ce qui était visuel pour moi. Donc du matériel, des radios, des tas de trucs, enfin je sais pas, tout ce que j'avais. Et au contraire, je me suis trouvée nue, sans pouvoir faire quoi que ce soit. J'avais pas appris ce que je viens de dire. Je n'avais pas appris que ma main pouvait reprendre, pouvait dessiner, pouvait modeler. Je savais pas. Et je me suis sentie démunie et nue, carrément nue. Donc ça a été très 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 dur. Et j'ai repris peu à peu, mais très doucement, très doucement. Et après, est revenu les dessins que j'avais autour de moi, les sculptures que j'avais autour de moi. J'ai eu beaucoup d'auxiliaires qui ont cru en ce que je faisais et après j'ai continué. Comme j'étais artiste, j'ai toujours voulu être dans un atelier d'artiste. J'ai trouvé un atelier à Montmartre, avenue Junot. Et puis le Sacré-Cœur, les rues de Montmartre, pavés, les escaliers, tout un romantisme, toute une histoire. C'est surtout ça qui m'a attirée et que j'étais très très bien. Et puis d'aller se balader à la place du Tertre, aller le soir au Sacré-Cœur, s'asseoir auprès de l'église, enfin, c'est tout ça. Mais j'ai besoin de vivre sans la pollution. Et comme je ne vois plus tout ça et que j'ai pas envie de me casser la figure dans les escaliers de Montmartre, je préfère être à la campagne. Voilà. Et puis entendre les oiseaux, et puis avoir le soleil, la lumière naturelle. J'ai besoin d'une lumière naturelle, c'est pas tellement pour peindre, c'est pour mon corps, pour être bien avec moi-même.
Abinaya est un groupe de rock metal tribal. Il se produit sur les scènes françaises et internationales. Son batteur, Nicolas, est aveugle. Il a perdu la vue à l'âge de 5 ans. J'ai commencé en fait par le piano. En fait, j'ai vite compris pour moi que le piano n'était pas mon instrument, que je n'étais pas doué. Et je me suis orienté sur la batterie. Ça m'a carrément plu, c'était plus intéressant, plus rock. Voilà. Je sais pas, moi c'est le toucher avec ses baguettes sur la peau, le fait de s'orienter sur une musique plus puissante, parce que bon, moi au piano on me faisait faire beaucoup de classiques. Je suis arrivé dans le métal, j'ai écouté un album d'un groupe de thrash qui s'appelle Slayer. Et j'ai pris une claque ce jour-là, j'ai dit oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Les mecs ils jouent vite, c'est précis, c'est efficace. J'ai dit moi je veux faire ça. J'ai une frappe sèche, puissante, donc de toute façon je suis obligé de m'orienter que dans le métal, le punk, le hardcore. J'ai pas une frappe en souplesse, quoi. C'est vrai, c'est de rien. C'est qu'il y a de brillant. Et le Alex. Abinaya, c'est un groupe donc, de métal, mais de métal mutant, puisque c'est un groupe de métal ethnique à base de percus et de chants en français. Donc en France, on doit être à peu près les seuls à faire sur ce créneau-là. Et bon, c'est une aventure poétique aussi. Pierre après pierre, ils ont cerné vos cœurs, vous cachez la lumière et vous ont marqué dans les jeunes. Frère après frère, ils ont marqué vos fers, la chair de votre chair, enserrée dans des tringles. Avec Nicolas, on s'est rencontrés, à l'époque je cherchais un batteur qui maîtrise la technique du métal, c'est-à-dire notamment la double grosse caisse. Et dès la première répète, ça a tout de suite collé. En fait, Igor m'avait parlé de Nicolas. Ouais. Et il m'avait dit, j'ai 2 batteurs. Il y en a un qui est techniquement super fort, et l'autre, il est super fort, mais il est aveugle aussi. Et avec Igor, on s'est dit, on prend l'aveugle. Voilà. Le milieu du métal est un milieu en fait très très ouvert par rapport au handicap. J'ai vu des gars, même des photos de gars au Hellfest qui se lamaient dans les fauteuils roulants, qui étaient transportés par d'autres, qui les transportaient tout le long de la scène. Ils étaient sur des fauteuils roulants. Franchement, il n'y a que sur les scènes métal que j'ai vu ça, quoi. Où ça devient. Il y a quand même une assez forte fraternité dans les festivals de métal qui. Et en général, sur les festivals, nous on l'entend. On l'entend souvent. Moi, c'est souvent, comme dit, vraiment respect pour le batteur, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et puis je pense qu'on n'est peut-être pas. Les gens ne croient pas que ça puisse être possible finalement. Après, moi, je voulais rebondir sur un autre truc, sur l'album Core, celui d'avant, avant Beauté Païenne, sur celui d'avant. On s'était posé la question avec Igor, est-ce qu'on affiche qu'il y a un aveugle dans le groupe ou pas? Et puis moi, j'avais dit, Igor, écoute, laisse tomber, on va pas en parler, on va faire ça discrètement. Les gens s'en apercevront au fur et à mesure. Encore une fois, c'est quand même son caractère, son tempérament, et sa manière aussi d'aborder le handicap, qui a pour conséquence tous ces rapports humains qu'il a avec et le public, le respect, et nous, quoi. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300
www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets /. Ou écrivez-nous, à vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, Issy-les-Moulineaux. Auteur-réalisatrice, Manuela Dalle. Producteur délégué, Emmanuel Schlomberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Céline Raffestin, Thomas Bonnet, unité documentaire Caroline Béard, Carole Whitecroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.